Donc nous sommes à une sorte d'astro-restaurant, parce que nous aimons bien la Télé-Providence rencontrer comme ça, se rencontrer dans des lieux publics, avec le docteur Franck Nguyen et Serge Brevorel, tous les deux lyonnais. Nous allons continuer nos discussions de tout à l'heure. On va voir un peu sur quoi on va discuter. On va peut-être commencer à demander à Franck Nguyen est-ce que c'est indiscret de dire que vous êtes médecin? Non, c'est pas une question d'indiscrétion, mais pour ce qui en est de l'astrologie, je préfère que mon titre ne soit pas cité, pour pas avoir d'emmerdement. D'accord. Avec le conseil de l'homme, c'est pas indiscret, ça fait partie de... Donc on ne doit pas dire que vous êtes... Mais non, disons, ma crédibilité astrologique n'a rien à voir avec le fait que je sois médecin. Voilà, absolument. C'est une crédibilité civile. Donc vous êtes l'auteur d'un ouvrage, ça c'est officiel, c'est connu, vous êtes un auteur, l'ouvrage s'appelle comment? Astro-homéopathie. Donc l'objectif c'était de montrer que on pourrait se servir du thème d'un sujet comme à l'instar d'autres symptômes homéopathiques, à l'instar d'autres symptômes. Ah d'accord. Et ça a été bien reçu, ce livre? Oui, c'est vendu. Donc, je veux dire, dans le milieu médical dans le milieu médical, ça n'a eu aucun impact du tout. Même chez des copains qui étaient intéressés, des copains homéopathes, en fait, ils n'ont pas besoin de ça pour pratiquer l'homéopathie. Voilà. Ceux qui ont le plus besoin de ça, ça serait éventuellement les astrophiles qui s'y connaîtraient en homéopathie. Donc ça fait déjà, il faut être et astrophile et homéopathe, ça fait beaucoup de conditions qui expliquent, à mon avis, le manque d'intérêt de la profession, parce que les médecins, en général, ils ont quand même pas mal de boulot, et apprendre pendant plusieurs années à interpréter un thème, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, nous avons eu dans le passé pas mal de discussions. Je sais que, c'est anecdotique, vous pratiquez évidemment l'astrologie, entre autres, vous pratiquez une astrologie chinoise, en fait. L'astrologie chinoise des 111 étoiles. Oui, d'accord. Donc, qui se différencie notablement des 12 animaux chinois. L'astrologie chinoise qu'on connaît, c'est l'astrologie réduite aux portraits moraux des 12 animaux chinois. Alors, c'est un peu la même chose que les horoscopes dans la presse quotidienne, etc. En fait, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers, les taureaux, etc. Donc c'est des conneries un peu. C'est une simplification qui n'aboutit pas à grand chose de pertinent. Ouais. Mais vous avez une réflexion qui dépasse le cadre de l'astrologie chinoise, de toute façon. Ou est-ce que vous pensez que cette astrologie chinoise est particulièrement appropriée, qu'elle a des vertus que n'a pas l'astrologie occidentale? Voilà, ce qui m'intéresse dans l'astrologie chinoise, c'est que c'est un système qui ne correspond à aucune réalité astronomique, qui a dû correspondre à une époque, à une période, mais maintenant il ne correspond à aucune réalité astronomique, et de plus, le thème n'est pas le même selon qu'on est un homme et une femme. Il y a des variations, enfin il y a des petites variations, mais des variations notables quand même. Donc on est devant un système qui est symétrique, complet, mais totalement inventé par les humains. Or, ce qui est surprenant, c'est que ça fonctionne pas mal du tout pour ce qu'on est et de définir les trajectoires de vie ou le comportement. Donc on a un objet conceptuel qui, a priori, ne devrait avoir aucune pertinence et qui marche redoutablement bien. C'est pour ça que ça m'intéresse, parce qu'on n'a pas à se trimballer les casseroles de justifier l'astrologie envers les astronomes, etc. Donc là, on est vraiment dans ce que je pense que l'astrologie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été découvert, mais inventé par l'espèce humaine. Ah, on rentre dans un débat qu'on a eu sur le... Et donc, avec l'astrologie chinoise, là, il n'y a aucun doute, puisqu'il n'y a pas de réalité astronomique. Et oui, c'est vrai. Donc forcément, ça n'a pas été découvert, ça a été mis en place. Ouais, mis en place. Alors, pour qu'un système disons, de prévision fonctionne,
de prévision, prédiction, description du portrait moral d'un sujet, définition des trajectoires de vie. Pour qu'ils fonctionnent, à mon avis, il y a des règles. Tous les systèmes qui fonctionnent ont tous une base mathématique. On retrouve par exemple les 12 cases, le thème chinois à 12 cases, le thème occidental à 12 maisons, à 12 signes, etc. On retrouve souvent la base 12. Par contre, là, au lieu d'avoir... Voilà, docteur Franck Nguyen, vous êtes en train de nous dire que l'astrologie chinoise, parce que justement elle n'a pas une dimension astronomique avérée, ou qu'elle ne l'a plus, enfin qu'elle ne l'a pas en tout cas, ce serait la preuve que cette astrologie-là a été élaborée sans prétendre être une découverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas décrypté le cosmos, on l'a codifié en quelque sorte, c'est ça? Alors, je reviendrai sur le mot preuve qui me paraît excessif. C'est une suspicion que l'astrologie puisse ne pas être découverte, mais plutôt inventée. Preuve, ça serait un peu excessif, puisqu'on partirait d'un C'est un indice. Voilà, un indice. C'est une présomption. On en déduirait une loi générale. Vous pensez, alors on va peut-être demander à l'arbitrage de M. Prémorel, qui a fait un master d'histoire des sciences ou d'épistémologie. Est-ce que vous pensez que le fait que, d'abord premièrement vous-même, est-ce que, question basique, est-ce que vous pensez que l'astrologie est validée par le fait qu'elle se prétendrait comme une découverte d'un certain nombre d'influences astrales existantes avant même que l'homme s'y intéresse, ou est-ce qu'à votre avis c'est un artefact que les hommes ont élaboré pour réguler leur fonctionnement social? Quelle est votre sensibilité par rapport à ce débat qui m'est très cher? De toute façon, dans tous les cas, dans toute discipline humaine, qu'elle corresponde à l'analyse d'un phénomène physique ou pas, il y a l'aspect culturel, il y a l'influence de l'homme qui a construit autour, qui a élaboré des systèmes, des modèles, etc. Et je dirais que ce n'est pas forcément lié à l'existence d'un phénomène. Donc personnellement, moi je n'ai pas de réponse à ce niveau-là. Est-ce que l'astrologie est uniquement culturelle? Est-ce qu'elle est naturelle et déformée par l'astrologue, par l'humain? Personnellement, j'en ai... En fin de compte, l'astrologie humaniste, le mot humaniste, à mon avis, devrait aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'astrologie humaniste, c'est une astrologie, finalement, qui confère à l'homme un pouvoir créatif, un pouvoir de mettre en place des choses, et qui n'exige pas que l'homme n'ait le droit que de parler de choses qui sont déjà là. Mais là, c'est un débat que j'ai abordé encore récemment, à savoir, est-ce que l'homme est capable de... Parce que finalement, ce qui fait privilégier le processus naturel, c'est le temps. On dit, quand les êtres humains sont dans un contexte pendant un temps suffisamment long, c'est normal que ça agisse sur l'homme. Et on a l'impression que si l'homme lui-même met en place quelque chose, il ne peut pas garantir la même durabilité, et donc par conséquent, ce qu'il va construire sera forcément moins solide que ce que la nature aurait pu construire par elle-même. Est-ce que ce facteur de temps... moi je crois justement que les sociétés traditionnelles ont peut-être eu énormément de temps pour élaborer leur système. Vous voulez dire en fait la question de la persistance de l'astrologie? La persistance de certaines règles, parce que l'astrologie c'est peut-être un grand mot, mais la persistance de certaines règles astrologiques sur des dizaines de générations par exemple, aurait pu produire un fait véritablement au niveau génétique, et qu'on ne serait pas obligé de considérer comme des faits que ce qui serait déjà là, présent dans la nature, parce que la nature a une durabilité, a une temporalité beaucoup plus lourde, beaucoup plus longue, et qui lui donne du crédit. On en avait parlé il y a 2 ans, notamment dans votre grande conjonction. Moi je vous disais, je ne pense pas que cela soit possible, pour le simple fait qu'il aurait fallu que pour s'installer, elle s'installe déjà sur de grandes périodes. Oui. Et ça vous paraît... Je ne vois pas comment, socialement parlant, justement par des contraintes très très matérielles, je ne vois pas comment une société aurait pu installer ce genre de choses, et après en plus, il aurait fallu que les rythmes biologiques acquis se répandent sur toute la planète, etc. Oui, effectivement. Je ne vois pas comment... Donc à partir du moment où vous ne voyez pas cela de cette façon, vous êtes obligé d'admettre que c'est plutôt des réalités naturelles, des réalités environnementales lourdes et pesantes et objectives
qui pourrait être la matrice de l'astrologie. Par voie de conséquence, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Non, pas particulièrement, non. S'il y a existence d'un phénomène astrologique, oui, dans ce cas-là, on est obligé de partir sur un phénomène naturel, donc qui préexiste et à l'homme et à l'humanité. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas c'est un postulat que quelqu'un peut adopter, mais... Non, mais c'est celui que... De toute façon, là, on est en train de savoir quel est le postulat que vous adoptez. Il ne s'agit pas de savoir que l'un c'est autre chose. Pour l'instant, apparemment, il n'y en aurait que deux. Maintenant, si vous en avez trouvé un troisième... Ah oui, bien sûr, c'est le fait que ce soit un produit purement culturel oui. qui en fait, ne correspond à rien. Oui, d'accord. Dans ces cas-là, il faudrait déterminer les lois de ce produit, de ce système purement culturel. Bien sûr. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en intégrant notamment la notion de hasard, et puis voir quelle pourrait être sa faisabilité, son efficacité, indépendamment de toute cause. Donc là, il se transmettrait par le livre, par la culture, de génération en génération. On est on recevrait, ce serait un acquis social, un acquis culturel qu'on recevrait à chaque génération. Sauf que, pour l'astrologie chinoise, ça ne marche pas parce que les Occidentaux n'y connaissent rien. Enfin, les gens, par exemple, ne connaissent pas leur thème, connaissent à peine leurs signes chinois, etc. Donc, ça ne peut pas être transmis par les livres. Les orientaux, les occidentaux. Les occidentaux, je parle. Oui. Bon. Pour les orientaux, on pourrait dire que c'est logique que ça marche, ils sont au courant. Mais les occidentaux ne sont pas au courant. Oui, mais ils vous répondront que l'astrologie chinoise ne marche qu'en Chine. Justement, c'est faux. Oui. Et ce qui sous-entendrait que... qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, vous êtes en train de dire que ce n'est pas le milieu culturel qui suffit à créer la réalité astrologique. Le culturel ne suffit pas là. Il y participe, bien sûr, mais qu'il suffise, non. Je ne pense pas qu'il suffise. C'est l'argument que je donnais pour la naissance de l'astrologie à ce niveau-là. Effectivement, la plupart des personnes de la population ne connaissent pas de toute façon l'astrologie, donc elles ne peuvent pas se structurer, se mobiliser en fonction d'elle. À ce moment-là, ça veut dire que c'est quelque chose... Bon, l'hypothèse que je fais, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que les premiers hommes se sont penchés sur leur devenir, sur leur vie, etc. Ils ont regardé le ciel, ils lui ont attribué des significations. Et de la même manière que dans les familles, dans des lignées, l'inconscience transmet de génération en génération, on peut imaginer qu'à l'échelle de l'espèce humaine dans son ensemble, il y a eu des transmissions d'inconscient à inconscient à chaque génération. Oui, mais on rencontre l'obstacle que tu décris, c'est-à-dire le fait que la plupart des personnes de la population ne connaissent pas. Justement, leur inconscient est au courant, leur conscient non. Oui. Donc on n'a pas besoin de culturel. Parce que par exemple, nous, si on admet, par exemple, est-ce qu'on a besoin de connaître si on admet que les astres ont une influence, que nous réagissons à certains signaux cosmiques, il est évident que la plupart des gens qui réagissent aux signaux cosmiques, soi-disant, ils ne les ont pas identifiés dans le ciel, donc ils n'ont pas appliqué. Peut-être que leur subconscient les a identifiés, mais pas leur conscient. Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des travaux de Michel Gauquelin, monsieur Gramorel? Parce que je cherche pas du tout à descendre, entre parenthèses. Mais alors, est-ce que les travaux de Gauquelin ne seraient pas, en apparence, la preuve de quelque chose qui ne serait pas de l'ordre du culturel? Puisque ça serait l'enfant lui-même qui naîtrait à ce moment-là, et donc qui ne peut pas avoir encore été marqué culturellement, à moins d'admettre une sorte d'hérédité culturelle. Mais sauf que les humains n'ont pas attendu Gauquelin pour être influencés par les planètes, puisqu'il y avait des astrologues des rois, etc. Non, mais je disais simplement que est-ce que vous avez tendance à... Parce que Geoffrey Dean, par exemple, le grand critique de l'astrologie australien, il dit, en réalité, les travaux de Gauquelin s'expliquent par le fait que les parents font en sorte de faire naître leurs enfants à des moments où certaines planètes vont se lever. C'est-à-dire qu'il a développé cette théorie. Ça serait possible dans le cas d'une secte d'astrologues, mais sur des millions ou des milliards de personnes, c'est absurde. Non, parce qu'il dit que entre les travaux de Gauquelin ne sont pas d'une précision, statistiquement, ils n'ont qu'un degré de probabilité. Au-delà de la probabilité moyenne, ils n'ont qu'une petite marge en plus. Et que cette petite marge en plus qui fait que ces travaux sont probants, et ça serait justement lié à une partie de la population qui, au-delà du hasard, qui, elle, aurait justement déterminé l'heure des naissances, bien sûr. Et par conséquent, c'est ça qui ferait que les statistiques de Gauquelin existeraient. Je pense que c'est impossible, puisque les statistiques, elles sont notamment par rapport aux planètes qui sont angulaires à certains angles, c'est-à-dire c'est déjà un degré technique, à mon avis, qui est trop important pour cette frange de la population. Il ne pourrait pas y avoir suffisamment de personnes qui pourraient
pourrait influer Alors lui, il dit, sur les naissances. et Geoffrey Dean, que j'aime beaucoup, lui il dit, alors premièrement ces résultats sont surtout valables au 19e siècle qu'au 20e siècle, parce que apparemment maintenant les travaux de Gauquelin, les naissances, avec les naissances provoquées, etc., ne fonctionnent plus. Il dit qu'il y avait une certaine culture des almanachs qui faisait que les gens savaient à quel moment quelle planète se levait, culminait, etc. Et que, enfin, c'est la théorie qu'il a développée. Je ne cherche pas à la défendre, mais je dis simplement, votre point de vue, c'est quoi par rapport à Gauquelin? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que ces statistiques sont valables d'abord? Je pense que déjà, on ne peut pas résumer les travaux de Gauquelin seulement à la question de l'heure de naissance des descendants. Les travaux de Gauquelin, ils ont défini aussi des catégories professionnelles en fonction de la planète dominante. Et là, on n'est pas dans des parents choisissent une heure de naissance spécifique pour que, éventuellement, 20 ans, 30 ans plus tard, leur enfant ait telle carrière professionnelle. Donc là, on discute uniquement du point dans le travail de Gauquelin pour ce qui en est de l'heure de naissance ou de la date de naissance des enfants. Donc là, l'objection de Geoffrey Dean, c'est ça, n'appuie que sur ce point-là du travail de Gauquelin. Et moi, d'après ce que j'ai retenu des travaux de Gauquelin, c'est que ces résultats ont surpris le monde astrologique lui-même. Autrement dit, à ce niveau-là, il n'a rien prouvé. Il a au contraire relancé. Oui. Donc moi, je ne comprends pas qu'une tradition multimillénaire qui serait arrivée à une telle précision, du point de vue statistique, on trouve des résultats différents. Alors qu'il y ait un phénomène naturel dont l'étude a déformé les effets réels, etc., qu'on lui attribue des choses qui ne le sont pas, ça pourrait, pour moi, ça expliquerait mieux les résultats Gauquelin. Ensuite, quant à la validité même du travail de Gauquelin, là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas étudié vraiment la chose, ils ont été contestés. Donc ça, je ne peux pas, du point de vue statistique, je ne peux pas vous répondre. Moi, personnellement, je suis assez sceptique sur le travail de Gauquelin, mais pour des raisons qui ne sont pas celles qu'on met en avant d'habitude. C'est-à-dire, est-ce que, véritablement, le choix professionnel peut être déterminé par une quelconque astrologie? C'est-à-dire qu'effectivement, moi je dis que l'astrologie n'a pas tellement capacité à explorer ce que j'appelle l'espace social, c'est-à-dire les clivages sociaux. Elle a plus comme capacité à explorer les clivages de temps, les clivages cycliques. Elle n'a pas, par exemple, capacité à étudier ce qui se passe plutôt en Angleterre qu'en Russie, par exemple. Ça dépend, parce que si l'astrologie est capable de dresser un portrait moral du sujet, qui dit préférence, par exemple pour le sport, évidemment, quelqu'un qui préfère plutôt les livres au sport, il ne viendra probablement pas sportif professionnel. Donc on peut voir dans un thème s'il y a tendance à aimer, disons, les dépenses physiques, etc. De là en déduire que le sujet sera un sportif professionnel, c'est autre chose. Mais il y a quand même une continuité au niveau du sens qui conduit d'une caractéristique psychologique à un comportement qui mène à un type de profession. Sauf que moi, peut-être que vous l'avez peut-être oublié, sauf que moi, j'attache pas d'importance au thème natal, et par conséquent, je ne crois pas au déterminisme psychologique, si ce n'est au niveau d'un déterminisme cyclique. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, à certains moments, le psychisme de la personne peut évoluer, mais ça n'a rien à voir avec un déterminisme qui va faire que la personne va prendre telle ou telle profession. Ça va consister ça va déterminer son comportement pendant une certaine phase, et c'est pas ça qui va déterminer une orientation. Je dis ça simplement à mon propre point de vue. Oui, l'échec hors Aldébaran Antares, point de salut. Non, mais dans la mesure où vous êtes contre le thème natal, vous êtes évidemment contre l'orientation. Enfin, contre l'idée que l'astrologie puisse définir un raison. Voilà. À mon avis, vous avez tort. Oui. Voilà. C'est clair, net, précis. Et limiter l'astrologie à l'accès des parents Antares, l'inspire et l'expire de Saturne, ça fait quand même faiblard. Oui, mais même si on admet... Non, attendez, ne mettons pas la barre. Même si on n'admet pas forcément mes modèles, si on admet simplement l'idée, parce que là vous faites un peu un procès d'intention, même si on admet que l'astrologie puisse avoir des cycles, ce ne sont pas forcément ceux que vous avez cités, le problème reste posé. C'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie a-t-elle vocation à définir à un moment X de la vie de la personne dans quelle phase elle est, ou a-t-elle aussi vocation, comme beaucoup d'astrologues le pensent, à définir un déterminisme psychologique radical à la naissance, etc. C'est pas le même déterminisme. Radical dans le sens de racine.
je pense effectivement l'astrologie peut définir un déterminisme Voilà. psychologique. C'est dans ses possibilités. Après, c'est pas philosophiquement dans son objectif, hein, mais c'est dans ses possibilités. C'est ce que j'appelle la différence entre l'astrologie comme capable de faire un découpage social, de l'espace social, parce que pour moi un espace social ça se structure, il y a des clivages, il y a des cloisonnements, ou bien est-ce qu'elle est capable de faire un découpage de l'espace social dans le temps, c'est-à-dire elle détermine par exemple, des moments où des choses importantes se produisent pour la société. Entre ces deux types de structuration, voilà à mon avis les deux grandes lignes de l'astrologie. Bon, cela dit, ce matin on a discuté de la question de savoir si on ne pouvait pas, au niveau du grand public, créer une sorte de cellule stratégique où on essaye d'éduquer le public, le grand public, en lui proposant de greffer sur sa conception de l'espace social à travers les 12 signes zodiacaux un temps social qui serait par exemple le passage d'un certain facteur planétaire à travers successivement les 12 signes, par exemple. Et on disait, avec votre successeur, Yvette Moulier-Giraud, on disait qu'effectivement, il serait peut-être intéressant de familiariser le grand public avec l'idée que l'astrologie parle aussi d'un certain temps, de certaines phases, qui n'a rien à voir avec ce qu'on étudie dans les horoscopes, etc., mais qui serait non seulement prospective, mais rétrospective. C'est-à-dire qu'on dirait, voilà, on diffuserait une grande grille sur 100 ans, en donnant les grandes articulations chronologiques que proposerait un certain cycle astrologique, et à ce moment-là, les gens auraient un rééquilibrage, c'est-à-dire qu'ils auraient à la fois leurs 12 signes zodiacaux, et ils auraient aussi leurs signes zodiacaux en permettant de se situer les uns par rapport aux autres, mais aussi de se situer eux-mêmes dans le temps par rapport à un passage d'un certain facteur à travers les 12 signes dans une durée qui pourrait être... Pourquoi pas. Il me semble que, comme les astrologues sont tous pauvres et que l'astrologie en général manque de moyens, monter quelque chose au niveau social de grande ampleur, ça voudrait dire du finance, ça c'est le premier objectif, la première objection. Et puis deuxièmement, on pourrait toujours discuter du découpage, parce que des cycles, si on avait qu'un, ça serait facile. Mais quand on commence à mélanger 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles, pour arriver à en sortir quelque chose de pertinent, alors évidemment, peut-être qu'à l'échelon des millénaires, on pourrait dire, dans cette ambiance-là sur plusieurs siècles, etc. Et on retombe dans l'astrologie mondiale. On voit bien par contre le développement d'Internet a coïncidé, correspondu, été stimulé, enfin, je ne sais pas quelle est la relation de causalité, mais qu'à conjonction le radiostyle. Pour répondre à votre objection, mais l'invention d'Internet, enfin, disons, l'évolution de ce média peut être corrélée pour les astrologues à ça, mais on ne peut pas résumer l'évolution du média Internet à seulement le cycle du Radius Neptune. Il faut aussi une société occidentale, il faut une société à un certain niveau de technologie, il faut par exemple une stabilité mondiale qui n'est pas trop claire, etc. Donc il faut beaucoup de conditions dont les cycles astrologiques ne parlent pas. Ils peuvent seulement parler de l'inspire ou de l'expire, des moments d'expansion, des moments de restriction. Mais c'est quand même très limité de résumer l'astrologie à seulement ça. Moi personnellement, si l'astrologie pouvait être causale, ça serait un déterminisme faible, extrêmement faible. Et puis surtout, en termes d'événementiel, moi je ne pense pas que l'astrologie soit directement liée à l'événementiel lui-même. Donc ça c'est ma position. il faudrait savoir ce qu'on entend par événementiel. Absolument. Et donc pour rebondir avec le déterminisme psychologique dont vous parliez tout à l'heure, comment dire, ce déterminisme psychologique qu'il y a, pourquoi forcément serait-il lié à l'événementiel? C'est souvent un accord tacite. On va prendre l'exemple de l'affaire Domenech qui a eu récemment. Semble-t-il une magnifique configuration astrologique, en même temps qu'une magnifique élimination de l'Euro 2008. Mais pourquoi forcément vouloir chercher un lien entre les événements et les astres? Il se trouve, les cycles se produisent à des moments prévisibles. Par contre, pourquoi, s'ils ne sont pas en rapport directement avec l'événementiel, pourquoi pas imaginer une superbe configuration au moment de la mort d'un proche? Ça arrive régulièrement, ce genre de choses. Mais en fait, il y a deux événementiels. Il y a l'événementiel psychologique, il y a l'événementiel matériel, on va dire. Objectif et subjectif.
Absolument. Ce qui fait que Le décès d'un proche, ça peut être un soulagement, donc du coup, bonne configuration. À ce moment-là, moi je dirais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il sera mieux vécu s'il y a un déterminisme psychologique positif, il sera moins bien vécu si le déterminisme est négatif, mais c'est indépendant de l'événement. Je dirais pas c'est indépendant, mais ça peut rebondir sur. Oui, bien sûr, c'est une hypothèse. On voit bien quand même qu'il y a souvent des coïncidences entre des événements dramatiques et un ressenti dramatique. Alors, il y a aussi des coïncidences, enfin plutôt il y a des coïncidences qui ne se font pas avec des transits qu'on attendrait désastreux, tragiques, et il se passe rien ou pas grand-chose. Donc c'est pour ça, d'un point de vue causal, on lui pose la question de la surrationalisation de l'astrologie. C'est-à-dire le fait de mettre 50 000 paramètres, 50 000 configurations, etc. Il y en a forcément une partie qui ne fonctionne pas. Quelle est cette partie? Est-ce qu'il y en a 10%? Est-ce qu'il y en a 90%? Moi, je pense plutôt que ça ne prend pas en compte l'être humain. C'est-à-dire que le modèle, c'est les êtres humains sont tous interchangeables. Et dans la mesure où la configuration machin, disons, je pense Saturne sur le Soleil, ça donne ça. Le gars, qui, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit son histoire, quel que soit son âge, etc., ça va aboutir à telle conséquence. À l'évidence, mais ce n'est pas la réalité. Oui, il y a quelqu'un, si on a, je pense, une direction primaire, secondaire, enfin bref, du Soleil sur Vénus, si on a 80 ans ou 3 ans, ou 20 ans, ça n'aura pas la même incidence, même si potentiellement il y a la même signification sous-jacente. Mais moi, Il faut plutôt rappliquer au sujet les indications éventuelles données par l'astrologie et non l'inverse. C'est pour ça que l'être humain existe avant les codes sociaux. En tout cas, les codes sociaux ne peuvent pas à eux seuls avoir l'ambition de résumer ce qui se passe à l'intérieur d'un sujet. Alors après qu'il y ait des interactions entre l'être et la société, bien évidemment. On n'est pas séparés d'eux, mais on est dans une ambiance sociale, culturelle, technique, climatique, etc., qui interagit avec les autres influences entre les humains sur les événements. Mais l'événementiel, moi je crois plutôt à l'événementiel collectif que l'événementiel individuel. Parce que ça aussi, c'est un point, un cheval de bataille que j'ai, c'est-à-dire l'astrologie, finalement, moi je suis très sceptique sur toute forme d'astrologie individualisante. Même si l'individu fait partie les gens qui se disent du bélier, eh bien, ils savent bien qu'ils ne sont pas tout seuls à être du bélier. De la même façon, un prévisionnel qui m'intéresse, c'est pas un prévisionnel du genre moi il va m'arriver ceci. C'est plutôt un prévisionnel du genre tiens, c'est curieux, il arrive à peu près la même chose à des tas de gens autour de moi. Ça, c'est votre choix perso, ça, c'est pas le choix de tous les astrologues ou des astrologues. Ça, c'est... Donc le fait qu'on ne soit pas tous pareils, parce qu'on n'a pas tous la même opinion sur l'astrologie, montre bien que l'identité de chacun existe, à contrario. Si vous voulez, ça c'est une pirouette. Mais le problème, c'est de savoir comment vous définissez un nombre suffisant d'événements pour dire y aurait-il corrélation. Oui, parce que moi je suis tout à fait au niveau événementiel, prévisionnel, je suis dans le quantitatif. J'ai toujours une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce qu'un événement isolé ne va pas prouver qu'une configuration est valable. Il faut annoncer que, à partir de telle date, par exemple, il va y avoir une multiplication d'un certain type de situations, et ça ne pourra pas se réduire. Parce que dès qu'on est dans le domaine individuel, on ne peut rien prouver, parce que ce qui est au niveau individuel n'est pas quantifiable suffisamment. C'est pas parce que c'est pas prouvable que ça n'existe pas. Parce qu'au niveau de la méthode scientifique, en médecine, c'est le double aveugle. Ça voudrait dire que, par exemple, comme je ne suis pas aveugle, et quand je pris mon petit déjeuner ce matin et que je sais que j'ai bu du chocolat ou du café, donc je suis donc mauvais juge, on va en déduire que ni le chocolat ni le café n'existent. On peut seulement dire que la méthode scientifique du double aveugle n'est pas pertinente pour étudier le domaine de l'astrologie. Et c'est tout. Ça ne prouve pas que l'astrologie n'existe pas, n'a pas de pertinence. Ou alors, non, mais inventer d'autres protocoles aussi. Après, est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous nous proposez comme dessert? Fondant au chocolat, salade d'ananas frais, salade de fruits frais. Préférence? C'est quoi le premier? Fondant au chocolat. Fondant au chocolat, salade de fruits frais, salade d'ananas frais. Salade de fruits. Une salade de fruits, Je prends l'ananas. une salade d'ananas. Salade de fruits.
Est-ce qu'on est d'accord sur le fait? Et en plus, l'astrologie chinoise, il n'y a pas d'astrologie mondiale. Alors là, la question ne se pose même pas. Il n'y a pas de Saturne. Il n'y a pas d'astrologie collective? Non. Chaque fois, ce sont des cas particuliers, c'est chaque année. Encore que c'est plutôt, disons, des groupes, parce que la spécificité des Oh. groupes, Mmh. oui, mais c'est Ok, des le groupe. groupes liés à 2 heures près. C'est-à-dire que le thème commence, les heures chinoises en 2 heures. Donc pour simplifier, le gars qui est né de, je sais pas, ça de minuit à 2 heures du matin, le même jour, le 1er janvier 2000, ils ont tous le même thème. Donc ça va faire des milliers de gens. Mais Ça a je pense été, pas monsieur qu'on peut- Très bien, Boudin, c'est super. Comment ça? C'est dans une ville qui s'appelle Trinidad à Cuba. On mange le boudin comme ça. Et j'ai retrouvé à Malaga le même plat. Il y a un petit truc comme quoi les racines sont bien. Bien sûr, bien sûr. On peut vous demander le nom s'il vous plaît, monsieur? Mais, oui. Il n'y a pas d'astrologie. Non, vous disiez que, alors, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a une astrologie de groupe. De groupe, plutôt, c'est des gens qui ont un thème qui se rapproche. Oui, et ça, donc ça c'est déjà intéressant. Ouais. Alors, les gens qui ont... Et historiquement, l'astrologie n'existait pas pour les individus. C'était forcément Voilà. le thème du roi. Oui. Mais néanmoins, ça marche sur le roi, on s'aperçoit que ça marche aussi sur les autres. Mais là, c'est un Oui. interdit social. Oui. Parce qu'il y avait des enjeux de tout genre. Et évidemment, le roi, c'était important de savoir quand il allait être en position difficile, etc. Parce que quelqu'un ayant cette information pourrait plus facilement le renverser. Exactement. Bien sûr. Mais on est quand même d'accord sur le fait que, parce qu'on a emborsé sur la question des statistiques, on est quand même d'accord, semble-t-il, sur le fait que faire des statistiques, ça veut dire si chaque individu est un cas particulier, je dirais qu'à la limite, on ne peut pas faire de statistiques le concernant. Bon. Donc il faut accepter comme un postulat Des que... statistiques sur une personne? Oui. Donc, alors si on parle de principe, bon, alors la question d'abord c'est donc si on veut se situer au niveau statistique, il faut prendre le problème à un niveau plus général où on aura plus de données. Encore ce qu'a fait Delbois sur la direction primaire et les décès, ça m'a paru statistiquement valable. C'est son bouquin. Oui, oui. Il a publié. Et en plus, c'est un médecin épidémiologiste, qui a l'habitude de manipuler les stats. Moi, j'y connais rien, donc je ne sais pas faire quelque chose. Moi, je vous donne un exemple de prévision événementielle quantitative. J'irais par exemple dire, voilà, après, j'attache beaucoup d'importance par la notion de voyage. Pas parce que je suis sagittaire. Mais je dirais que si lors de certaines configurations, le nombre de gens qui se mettent à voyager ou à se rencontrer, c'est-à-dire soit ils reçoivent quelqu'un, soit ils vont là, s'il y a multiplication de ce processus, et que ça correspond à une pointe, on peut dire par exemple, voilà, il y a eu beaucoup plus le nombre de personnes qui ont fait beaucoup plus de voyages ou qui ont reçu des gens qui venaient de l'étranger ou qui sont venus de loin, etc. Si ce nombre de personnes a augmenté considérablement, eh bien, à ce moment-là, ça prouverait que tel signal astrologique est viable, c'est-à-dire qu'il provoque quelque chose de spécifique et de quantifiable. Le problème, c'est Ça qu'on est dans une suppose qu'il n'y ait société... qu'un seul significateur, parce que l'augmentation du prix du pétrole peut avoir une incidence. Ça viendrait plutôt, alors effectivement, ça viendrait plutôt faire baisser les résultats, c'est clair. Donc, ce que je veux dire, c'est que Mais bien sûr, mais ça c'est il y a évident. un phénomène et il y en a une quinzaine. Ah ben derrière oui, qui bien interagissent. sûr, bien sûr. Mais il se trouve que même si, en admettant que, alors il faut prendre le point à l'envers, il faut dire, est-ce que les résultats peuvent être concluants, et surtout, il faut que ces résultats obéissent à des cyclicités. Hein. Mais effectivement, si à mi-chemin, je sais pas, par exemple, si en pleine phase, en effet, favorisant les voyages, et puis les voyages, c'est pas forcément par avion, etc., il y a effectivement une énorme crise des transports, il est certain que ça va faire baisser les résultats. Mais sur le long terme, ça serait quand même concluant. Le problème, on est dans une société qui voyage déjà beaucoup. Oui. Donc c'est ça qui est pas évident. Bah, justement, Au contraire, il faut que ça soit une société qui voyage beaucoup pour qu'on puisse voir les variations. oui. Si vous ne voyagez pas du tout, on ne verra rien. Et si tout le monde voyageait tout le temps, on ne verra rien non plus. Donc, il faut qu'il y ait des variations. Si Bah, il y par a exemple- peu de voyage, les variations seraient plus importantes. Par exemple, pour prendre mon exemple, parce qu'on est finalement on est impliqué. Moi, par exemple, depuis que Saturne est passé sur Régulus, il est repassé en direct sur Régulus, jamais, ça faisait des années que je n'avais pas autant voyagé.
Ça faisait des années, et en voyageant, ça fait des années que j'avais pas vu certaines personnes, ou que j'avais pas mis certaines personnes en contact. Donc il y a quelque chose qui s'est déclenché à ce moment-là, par exemple. Hein, pour vous dire. Si j'ai bien compris, il y a quelque chose qui vous meut, donc vous n'êtes pas docteur. C'est-à-dire que j'arrive pas à expliquer. J'aurais très bien pu faire ces voyages il y a 2, 3 ans ou 4 ans. Il n'y avait pas de raison objective, il n'y avait pas d'objectif. Je me suis aperçu, ou les raisons que je croyais être des raisons se sont révélées de mauvaises raisons. Donc si c'est pas conscient, c'est que c'est inconscient, il n'y a pas 46 000. De toute façon, moi je suis complètement pour le subconscient. Et je dirais même plus, je pense que la nuit est importante à ce niveau-là. Je pense que d'autant plus que, comme vous le savez, le ciel, parce que moi je reste quand même attaché à l'idée d'une astronomie véritable, réelle. Et donc par conséquent, je suis bien conscient par exemple que je sais absolument, j'ai jamais regardé où se trouvait Saturne par rapport à Vénus. Mais je pense que mon subconscient, et notamment la nuit, parce que justement les étoiles sont là, a dû faire le travail de repérage, et donc sans les yeux. C'est qu'on est d'accord sur pas mal de choses, sauf que l'interprétation qui donne du truc est complètement inverse de la matière. C'est assez fantastique. On a les mêmes constats de base, et hop, l'interprétation est complètement opposée. C'est très drôle. Oui, c'est agréable pour vous, c'est intéressant. Oui. Mais je veux dire que le subconscient, je dirais même plus, j'irais même beaucoup plus, parce que moi je pense qu'il faut désenclaver l'astrologie, il faut la resituer dans un champ plus vaste. C'est un sujet que je vous propose d'aborder, c'est-à-dire à quel champ plus global appartient l'astrologie. Et par exemple, moi je pense que ça correspond justement aux besoins du corps. Le corps a des pulsions, a des tropismes qui peuvent être posés par des tas de facteurs. Et oui, absolument. Et par conséquent, à certains moments, on a besoin de donner des réponses. Par exemple, des réponses, par exemple, le fait de ce que j'appelle la suractivation mémorielle, hein, c'est-à-dire tout d'un coup, les cellules du cerveau qui sont en rapport avec la mémoire sont excitées par certains signaux cosmiques. Ça nous amène à recontacter certaines personnes, à revenir sur certains lieux où on a été, et surtout, ce qui est important, c'est que ça n'est pas individuel, c'est des phénomènes d'interaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moi qui veux faire ça, il y a l'autre aussi quelque part qui est disposé à le faire. Et ça me paraît vraiment un des grands problèmes de la prévision astrologique, c'est qu'on a toujours l'impression que les gens font des prévisions sur telle personne, disant vous avez ça, et puis l'autre personne elle fait tout à fait autre chose, alors que moi au contraire, je pense qu'on est dans une ambiance globale et qu'on a envie de faire les choses ensemble, qu'on n'a pas envie de les faire. Je pense que c'est un artefact qui est lié à l'objet, qui est lié à... C'est de la même manière que le scientifique qui regarde le microscope, il va décrire ce qu'il y a dans son microscope, même s'il se passe quelque chose dans la pièce. Il est sur En valeur certaines choses, ça si vous avez étudié le vôtre, celui de tous vos potes, avec qui potentiellement vous êtes en relation, et puis qu'on puisse en définir que à telle date les deux vont être en relation Parlement, parce qu'il y aura un besoin. Oui, mais moi je ne travaille pas comme ça, mon cher Nguyen. Je ne travaille pas comme ça. Moi je ne suis pas de thème astral. Je dis à un moment donné, on est tous sensibles à un même signal cosmique, et on réagit tous à ce signal cosmique, et c'est justement la réaction des uns et des autres qui amplifie le signal. C'est-à-dire que ça fait un effet de boule de neige. Et c'est pas du tout d'essayer de voir si on a des thèmes, des configurations semblables entre nous. Moi, mon astrologie, elle a évacué le thème natal, donc elle n'a pas se bouler derrière, à traîner. Au niveau, je dirais plutôt cette ligne d'or. Oui, d'accord. Au niveau planétaire, au niveau de la Terre, donc tout le monde serait concerné de la même façon. Pas forcément. Les événements politiques. Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Parce qu'il y a d'autres paramètres. Comme des radios, des stations Oui. prédéfinies. Non, alors justement, vous me donnez l'occasion, mon cher Serge, de vous répondre. Je n'ai pas dit ça. Parce que tout ne passe pas par l'astrologie. Par exemple, je vais dire, les hommes et les femmes, par exemple, c'est une catégorie importante. Qui n'est pas astrologique, mais qui peut réagir diversement à certains signaux. Donc, il y a d'autres facteurs qui ne sont pas le thème. Parce que aujourd'hui, on est tellement, les gens qui ont une culture astrologique, qui sont tellement convaincus que du moment que je prends en compte un facteur concernant une personne, c'est forcément à travers l'astrologie que je vais prendre ce facteur. Moi, je prends en compte le sexe, je prends en compte la condition sociale, professionnelle,
selon qu'on est parmi les puissants, les théoriciens ou les praticiens, etc., c'est que selon le statut social qu'on a dans la société, on ne va pas vivre, il y a des facteurs planétaires qui ne vont pas agir de la même manière. Donc je n'ai pas du tout dit qu'on allait être marqué par les choses. On va être impliqué forcément, parce que s'il y a un groupe de gens qui fait certaines choses, on va forcément en payer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une influence indirecte et indirecte. Par exemple, moi, je peux être agi par quelque chose, l'autre personne ne sera pas agie par quelque chose directement au niveau socio-conscient, mais elle va devoir subir ma présence. Elle va devoir subir ma propre action. Et donc, quelque part, elle va être enclenchée par un processus qui peut dépasser son propre déterminisme personnel. Oui, mais vous avez parlé de deux personnes qui avaient le même besoin au même moment. Alors que là, c'est pas pareil, c'est la première qui impose au second. Alors, effectivement, il y a plusieurs cas, vous avez raison, il y a plusieurs cas de figure, c'est très intéressant. Effectivement, il y a le cas où, en effet, quand quelqu'un par exemple débarque chez vous, c'est pas vous qui avez fait le chemin, c'est pas vous qui avez fait le voyage, mais vous allez quand même dans un contexte de voyage parce que la personne sera là. Et puis il y a effectivement que plusieurs personnes souhaitent se rencontrer et souhaitent se retrouver. Il y a plusieurs facteurs, mais c'est-à-dire qu'en fait c'est un phénomène de, comment dirais-je, par cercle, par de diffusion successive. C'est-à-dire que à un premier temps il y a un noyau qui est actif. Vous nous parlez d'égrégore en quelque sorte. Je parle d'une espèce de... ésotérique, ça. Non, je connais bien ce mot égrégore. Je veux dire, c'est des cercles concentriques, c'est-à-dire qu'il y a un premier groupe qui déclenche quelque chose, mais quelque part, tout le monde finit par être impliqué. C'est-à-dire que le phénomène astrologique, même s'il ne touche que quelques personnes, parce que moi je n'ai pas exclu la possibilité que d'une certaine manière, au sens direct du terme, il n'y ait que quelques personnes qui soient marquées par le phénomène. Ça, c'est un autre problème compliqué. On peut imaginer que quelques personnes soient branchées et que ces quelques personnes, par elles-mêmes, suffisent à déclencher des processus à l'échelle de l'ensemble de la société. C'est ce qui se passe avec un inventeur. Il invente quelque chose, voilà. Et son invention va avoir un impact. Alors donc c'est une hypothèse que je vous livre, la possibilité qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout marqués par les astres, mais qui le soient par les gens qui le sont. Oui, puis ceux qui ne le sont ni par l'un ni par l'autre. Alors ceux-là, il va y avoir un problème, parce que socialement, s'ils vivent dans une société qui bouge d'une certaine manière, ou qui est envahie par... Si les Allemands viennent envahir la France, ben, vous risquez quand même d'être un petit peu impliqué par ça, même si vous n'êtes pas concerné. Hein. Ça n'en est pas forcément non plus. Si vous habitez au fin fond de la Corrèze, ça voilà. sera moins fort. Je suis désolé pour la Corrèze. Sauf si, en plein milieu de Corrèze, il y a un type qui est justement influencé, etc., et qui prend le relais. Oui. Un autre paradoxe que je voudrais vous signaler, que je voulais dire, à savoir que parfois, c'est pas le signal qui agit, mais c'est l'absence de signal. C'est un grand paradoxe dont je suis très fier. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme si on disait, par exemple, regardez, l'électricité provoque un phénomène, mais quand il n'y a pas d'électricité, eh ben, ça provoque aussi des phénomènes, parce que les gens, ils n'ont pas d'électricité, donc ils sont perdus. Par exemple, si le signal central est un phénomène de renforcement et de convergence, l'absence du signal ne va pas correspondre à un nouveau signal, mais ça va provoquer aussi quelque chose. Donc vous vous rendez compte qu'au niveau de la recherche astrologique, ça fait problème, parce qu'il y a des situations qui sont des situations qui ne sont pas décodables astrologiquement, parce qu'il ne se passe rien, mais qui sont décodables parce que justement le signal n'étant pas là, il se passe quelque chose du fait de l'absence du signal. C'est pour ça qu'à mon avis, la statistique n'est pas le bon outil. Parce qu'on peut faire des statistiques de ces absences de signal. On peut tout à fait élaborer. On a fait monter un modèle à 250 facteurs. Et alors là, amusez-vous les petits gars, parce qu'il y aura la présence et l'absence des facteurs, ça en fait 500. On mélange tout ça. Et on fait des bons calculs pour montrer qu'on est intelligent. Et après, on a eu la réponse sur l'inexploitable. Oui, on est d'accord là-dessus. Si vous travaillez sur 500 facteurs, et si vous travaillez sur un cycle simple avec un seul facteur, vous avez l'alternance, conjonction, disjonction. C'est-à-dire que vous avez la conjonction, c'est-à-dire le signal lui-même, et puis 45 degrés après, donc c'est calculable, il ne se passe rien sur le plan cosmique, mais c'est mathématiquement calculable. C'est le mi-point. Donc vous pouvez dire, au mi-point entre deux conjonctions, vous aurez un phénomène de dépression, c'est-à-dire que l'ordre social sera dilué, d'où la multiplication, le déclinage, etc. On partait du principe de travaux, avec attention. Au moins 2-3 minutes. Mais vous parlez du principe qu'au moment de la conjonction, il y a un signal. Parce qu'il pourrait très bien y avoir une absence de signal au moment de la conjonction. Du genre nouvelle lune, on va je ne sais pas. C'est une question provocatrice. Il est clair que si on imagine anthropologiquement les sociétés humaines, ou certaines sociétés humaines, pour répondre à la question de M. Nguyen, c'est-à-dire qu'effectivement,
les choses ont certainement commencé dans des groupes limités de personnes, et puis ça s'est diffusé par la suite, mais au départ, ça n'a pas commencé, c'est pas toute l'humanité qui s'est mise à se brancher sur le cosmos, c'est clair. Mais progressivement, sur très longtemps. Bon, effectivement, si on imagine, si on se met dans la peau des sociétés traditionnelles, si elles ont voulu à un moment donné se servir du cosmos, il est évident que ce sont les conjonctions, notamment les conjonctions qui ont été la forme la plus évidente, la plus probable de signal, et donc elles ont choisi ce signal, c'est un problème purement sémiotique. Donc elles ont choisi ce signal, et à partir de là, les autres. D'ailleurs, c'est grâce à une conversation que j'avais eue avec vous il y a 2 ans, ou à 3 ans, il y a Lille, où vous m'avez fait justement des objections qui m'ont tout à fait paru intéressantes, c'est-à-dire à savoir que un aspect n'est pas un signal aussi pertinent qu'une conjonction. Voilà. Alors donc, d'un point de vue sensible. voilà. Donc effectivement, voilà. Donc vous m'avez fait cette objection, et parce qu'à l'époque j'étais un petit peu bloqué là-dessus. Donc je disais, il y a la conjonction de la planète avec l'étoile, et puis après il y a un aspect machin, etc. Alors lui il m'a dit effectivement, oui mais alors l'aspect c'est quoi un aspect, ça se voit pas, etc. Et c'est à ce moment-là, je vous donne un scoop là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, la seule solution c'est que ce soit une succession de conjonctions. Que ce soit chaque fois, sur son parcours, chaque fois il y a une conjonction de la planète avec une autre étoile, et par conséquent, dans chaque cas, c'est visible. Mais dès qu'on sort de l'invisible, effectivement, et l'aspect, il n'y a que la conjonction qui soit un aspect visible, c'est envie que ce soit un aspect, là, effectivement, on est dans une vraisemblance anthropologique. Mon argument, c'était par rapport à la naissance de l'astrologie. Oui. C'était de ça qu'on parlait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien au moment de l'aspect, ça veut dire qu'il n'est pas visible, il pourra venir qu'après. Pour moi, je suis contre toute forme de méta-astronomie. Toute réalité astronomique qui n'existe que mathématiquement, pour moi, elle n'est pas anthropologiquement viable. Il faut que les gens voient la planète, voient l'étoile. Il ne faut pas que ce soit un calcul qui soit censé avoir fait, etc. C'est pour ça que je suis contre le zodiaque, parce que pour moi, le zodiaque, c'est un substitut, parce que le zodiaque, à un moment donné, on devait avoir le passage de la planète sur des étoiles, et après on a découpé le parcours de la planète en 12 signes, et on a attaché de l'importance à l'entrée de la planète dans chaque signe. Mais à ce moment-là, l'entrée de la planète de chaque signe ne correspondait plus à une réalité astronomique. Oui, mais elle ne correspondait déjà pas auparavant. Si. Parce qu'elle n'entrait pas dans une constellation. Elle passe devant un groupe d'étoiles qu'on a arbitrairement reliées, mais bon, il n'y avait pas plus de réalité. Attendez, vous n'avez pas compris. Il y a 3 temps. 1, la conjonction avec l'étoile. Donc ça, c'est clair. 2, le passage sur une constellation, qui est déjà plus du tout la même chose, je suis d'accord avec vous. 3, le passage au zodiaque tropique. Bon. Il y a eu une sorte de dégénérescence du système, c'est-à-dire d'abstraction du système. Le système au départ était simple, planète conjointe avec un corps céleste donné. Ensuite, on a simplement découpé la course de la planète en 12 constellations. Donc déjà, c'était beaucoup moins pertinent. Et après, on est passé à un découpage en 12 signes. Entre-temps, il n'y avait pas 12. Ce qui est intéressant, Ou comme vous voulez. bien que moins pertinent, ça n'en est pas moins efficient. Vous parlez du zodiaque actuel. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pas paradoxal. C'est ça qui m'intéresse sur l'astro chinoise, ça ne devrait pas marcher du tout, et ça marche pas mal du tout. Donc si on passe à ce phénomène-là, comme quelque chose qui ne devrait pas marcher, alors ce quelque chose prend ses racines dans quoi? J'ai pas de réponse. Si vous avez vraiment... Je ne suis pas trop un théoricien parce Voilà. que les théories, dans l'abstrait, on voit ça sur la clé actuellement, là. Il y a des gens qui sont très fertiles en théorie. Comme c'est des domaines où la preuve est impossible à obtenir, il faut toujours continuer à discourir. Donc l'objectif du sujet est peut-être de créer des sujets. Après, Si j'entends bien, comme il est difficile de mettre de démontrer les théories, il vaut mieux carrément passer à la pratique. non, je dirais pas. À la pratique de théorie qui n'existe pas. Non, je dis pas ça. Moi, mon père, qui était astronome, justement, disait en astronomie, il y a des gens qui font des théories. Le problème, c'est qu'on aura la réponse dans 10, 50, 200 ans. Entre-temps, elles vont aller croupir dans la bibliothèque, etc. Donc ça n'a pas d'intérêt. Alors, je pense qu'on peut passer, on peut être plus utile en utilisant son temps de manière concrète, en fabriquant une théorie invérifiable, en l'état actuel des connaissances et des moyens. Voilà.
Et ça, c'est un choix qui est personnel. Je ne tiens pas. Moi, je pense qu'il y a des théories qui sont vérifiables. Moi, je vais agir, je suis d'accord avec vous en disant simplement qu'il ne faut pas mélanger le plan pratique et le plan théorique. Et bien savoir sur quel terrain on se situe. Ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes critères derrière. Parce que ce matin, on a répondu à votre affaire, on a dit, c'est bien les praticiens, mais les praticiens, ils acquièrent des tas de connaissances extrêmement utiles, à des tas de niveaux qui ne sont pas astrologiques, et ça leur permet de faire bien passer l'astrologie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le praticien, il met son talent, ses connaissances, son intuition, son savoir non astrologique au service de l'astrologie. En fin de compte, en faisant cela, il réussit probablement sa consultation astrologique, mais il ne prouve absolument pas la valeur de l'astrologie. Oui, certes. Parce que ah oui, mais alors donc finalement, on a Ça fait 12 chacun, on est d'accord. Ça fait pas 12 chacun. C'est pas 36. Si, non, mais c'est Pardon. juste un mot d'esprit. C'est bon, parce que moi j'ai 20. Oui, il a besoin pendant 10, c'est En bon. 24, je sais pas. Oui, c'est revenu. Ouais, ça. On transforme une pièce de 2 en 2 pièces. Voilà. je vais mettre un petit peu billet. Parce que j'ai pas Vous avez donné. de la monnaie? Non, bah, vous n'avez pas donné la monnaie du 0. Non, de 10, je pense pas. Axel, je passe une avance de 2 euros. 2, 4, Ah oui, 6, 15, si, je les ai, les 10. À 1 euro. Une avance de 1 euro. Voilà, vous m'avancez. Non, je préfère qu'il m'avance 1 euro. Bon, il manque 1 euro, c'est ça? Non, mais c'est pas ça, mais c'est lui qui va devoir argent. Non, parce que lui, 2, Non, 4, c'est vraiment qu'il en manque un. il manque 80 centimes. 75 centimes. Oui. On va être sympa, on va mettre Bon, on va faire Vous comme pouvez ça. vous cotiser pour moi. Voilà. Je reprends tout ça. Ouais. Ce sera plus simple. ça. J'aime bien la tourne pièce. Non, mais j'arrive bien les Bon, ça va être le rouge. Bon, on va continuer à discuter ici. On va faire tranquillement Donc, ici. plaisir d'être ici. Mais merci. À bientôt. Bah oui, parce que vous êtes quand même pas trop loin. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Au revoir. On va continuer la conversation. Là, moi j'ai encore pas mal de temps. Il n'est pas tard, il est 2h moins 20. Vous avez rendez-vous à quelle heure? Ah, si je peux partir d'ici une demi-heure, ça serait pas mal. Moi j'ai un train à prendre quand même. Hein. Vous m'avez dit à 15h, vous aviez un train, je crois. Non, en réalité, il est un peu plus tard que ça. J'en ai un en réalité à. Qu'est-ce que je fais là? D'accord. C'est vrai, je me suis organisé. Oui, donc Franck Nguyen, il a quand même un certain scepticisme sur l'aspect théorique de l'astrologie, ce qui fait qu'il n'est pas trop regardant au niveau théorique, d'une certaine manière. Il C'est ce dit, que je veux dire, voilà. c'est un postulaire qui permet d'éviter certaines questions. Oui, c'est qu'en fin de Et compte... quelque part, c'est bien plus cohérent que de bien d'autres positions sur le sujet. Ah d'accord. Enfin, moi, je trouve, à la rigueur. Donc vous trouvez qu'il est finalement cohérent dans sa façon Oui, de faire. bien sûr. Enfin, moi, Mais ça aboutit effectivement à une astrologie qui, effectivement, comme il le dit lui-même, savoir-faire. n'a même plus d'alibi, je dirais, scientifique. En fait. Si ce n'est qu'elle fonctionne. Oui, donc en fait, ça va reposer des questions, mais c'est vrai qu'elles sont moins, comment dire, problématiques ou primordiales que traditionnellement pour l'astrologie tropique. Je sais pas, j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous êtes dans une période un peu dépressive, parce que, au fond, j'espère me tromper, hein, je le dis très franchement, mais j'ai l'impression que, finalement, vous avez des positions qui sont... finalement, vous pensez que l'astrologie aurait moins de problèmes, vaut mieux qu'elle ne s'expose pas trop, vaut mieux qu'elle n'affiche pas trop d'ambition, il vaut mieux qu'elle définisse plus clairement ce qu'elle fait réellement, comment ça se passe, comment ça fonctionne, et que, donc quelque part, malgré tout, vous restez quand même, vous arrivez, il me semble, à considérer que la pratique astrologique, c'est quand même la référence. Non. Alors, démonter. Je vois ce que vous voulez dire par là. Non. Ce qu'il y a, c'est que je pense que l'astrologie a trop de prétentions, il faudrait qu'elle en ait moins. Oui. Ça, c'est un constat. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faudrait que l'astrologue ne travaille que dans le privé. C'est un accroc qu'on a eu justement en début d'année à propos de la notion de prévision, où certains disaient mais non, mais arrêtons de nous prendre la tête en public, faisons ça entre nous, il faut convaincre autour de nous, etc. C'est la proposition de Barbeau.
Mais le problème, comme je vous ai remarqué, c'est que n'importe quel charlatan, n'importe quel mauvais astrologue fait déjà comme ça. Donc le fait de rester replié sur soi, non, pour moi, c'est pas du tout la meilleure solution. Moi, comme je vous disais, j'ai une approche qui est plus, j'ai envie d'employer le terme sceptique, même s'il a été employé ce matin, en disant que j'essayais de chercher un peu quels étaient les biais de certaines pratiques astrologiques, certains fondements, certaines théories sur l'histoire de l'astrologie, etc. J'en ai trouvé tellement qu'au jour d'aujourd'hui, je me refuse de me prononcer sur quoi que ce soit de la validité ou du naturel de l'astrologie. Donc c'est pour ça que j'essaye plutôt de gratter du côté du hasard, essayer de déterminer un peu des lois pour l'outil astrologique lui-même, et savoir est-il possible de reconstruire l'astrologie, une partie de l'astrologie, la pratique de l'astrologie, en se référant qu'au hasard. C'est-à-dire en ayant construit un système qui est abstrait mais qui n'est absolument pas lié à un phénomène naturel, par exemple. Comment l'utilisation de ce système permet de faire l'astrologie que l'on connaît, permet certains succès, permet certaines erreurs, et à partir de là, on pourra peut-être commencer à faire un certain tri. Mais qu'est-ce que vous pensez du problème du langage? Parce que moi, j'aurais tendance à penser que dans beaucoup de cas, c'est l'approximation, le flou du langage utilisé qui explique beaucoup de résultats. Moi, je pourrais d'ailleurs développer dans ce sens. C'est-à-dire que l'astrologue utilise un langage, des mots, tout simplement, quand il parle, qui sont compris, qui ne prend pas la peine de définir, de préciser. Il présuppose que le langage, il présuppose que nous avons une approche très rigoureuse des mots, qui n'est pas forcément le cas. Moi, je crois que le langage, dans très grand nombre de cas, explique des résultats en astrologie. Ouais. Parce que finalement, entre ce que l'astrologue dit et ce que l'autre comprend, il n'y a pas forcément un rapport évident. Moi, j'ai souvent demandé à des astrologues, est-ce que vous prenez la peine avant de faire... Est-ce que vous exposez, ce que je disais tout à l'heure sur cette transparence, est-ce que vous exposez votre façon de travailler? Est-ce que vous... Et il me dit, non, on se précipite, allez, hop, on commence à parler, et puis on essaie de faire... Bon, si on fait déjà, si on saute cette étape où on explicite son mode d'orientation, si tant est que l'astrologue est un mode d'orientation, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que les gens comprennent ce qu'ils veulent. Parce que finalement, je vais employer un mot, mais la personne ne sait pas dans quel système j'exprime ce mot. Moi, j'ai envie, quand je dis quelque chose à quelqu'un, je dis, voilà, je vous dis ça comme ça maintenant, mais il y a des phases où j'aurais dit autre chose. Où j'aurais dit, c'est-à-dire que je précise à quel moment, au niveau cyclique, tel mot est pertinent par rapport à tel autre. Mais si je ne fais aucun effort d'expliciter mon modèle, d'expliciter mon langage, je crois que déjà, j'ouvre la porte à des tas de pseudo-résultats. Quelque part oui, mais tout dépend de qui vous avez en face. Quand c'est le client, comme on rejoint un peu ce que disait ce matin l'une des intervenantes, en disant que les clients ne s'intéressent pas à la rigueur à l'origine de votre discours. Pourquoi vous dites telle chose, c'est pas tout à fait... Alors justement, alors moi je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais là je réponds, je dis, si la personne ne veut pas comprendre au nom de quoi je parle et à quel référentiel je fais allusion, la communication n'est absolument pas viable. Ou du moins, elle l'est par la force des choses, parce que les gens, ils se demandent toujours qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ils vont toujours trouver du sens à ce qu'on leur dit. Et c'est un sens qu'eux-mêmes vont élaborer. Ah oui, c'est l'astrologue qui a un certain pouvoir et qui peut conseiller autrui, etc. Mais ça, c'est une certaine logique de la consultation. Par contre, comme c'est ce que je lui ai répondu ce matin, c'est vrai que vis-à-vis de ses confrères, c'est différent. Là, il faut expliquer pourquoi on dit telle chose, pourquoi on pense, sur quoi on se base. Et notamment quand on rentre dans la sphère publique ou de la théorie, là, effectivement, oui, ce que vous dites, c'est fondamental. Il faut absolument expliquer sur quoi on se base, de quoi on parle, etc. Mais pas quand on pas en consultation, pas quand on pratique et on n'a pas besoin de faire ce travail d'explicitation. Non, je pense que ça dépend de la personne qui est en face. Est-elle prête, est-elle capable de recevoir? Si elle se noie dans la précision technique, l'objectif n'est pas atteint. Non, mais quand je parle d'explication, je ne dis pas simplement une explication technique de tel et tel facteur planétaire. Je parle d'une explication au niveau des mots que j'emploie, du langage que j'utilise. Parce que c'est un débat qu'on a eu dans notre dernier colloque au mois de mai, savoir le problème était à deux niveaux. Il ne s'agit pas de dire c'est telle planète qui agit, etc.
Ça, c'est ce que font beaucoup d'astrologues. Non, il s'agit d'expliquer une philosophie du temps, une philosophie de l'espace, enfin quelque chose où la personne puisse dire, voilà, en ce moment-là, je suis là au sein du système. Moi, je suis là au sein de mon propre système, voilà, là, je suis là. Et ça n'est pas simplement une question de... Alors, il faut bien sur les deux, mais il faut à la fois indiquer le signal, mais à la limite, c'est même pas fondamental. Moi, à la limite, je vous répondrais, c'est même pas fondamental d'expliquer quel est le signal astronomique qui est utilisé, mais il faut au moins lui expliquer de quelle cyclicité au niveau psychique on parle. En lui disant, par exemple, actuellement, vous passez par une phase comme ça, eh bien, il y a X années, vous étiez dans une phase autrement. Il faut situer les différents moments de son psychisme. C'est pour ça que moi je dis, c'est pour ça que l'intérêt de ne pas faire de thème astral, c'est de dire à la personne, voilà, à un moment X, je vous situe comme ça. À un moment Y, je vous situe autrement. Je ne considère pas que votre psychisme est statique. Je considère qu'en astrologie, à mon avis, il n'y a pas de statisme psychique. C'est pour ça que toute volonté de figer le psychisme de quelqu'un autour d'une planète qui serait natale ou d'un signe qui serait natal, pour moi, ça fait problème. Parce que l'astrologie est beaucoup plus dans la flexibilité et dans la cyclicité et dans la variabilité du temps que dans la variabilité de l'espace. Parce que finalement, beaucoup d'astrologues... Finalement, ce sont quand même des questions pratiques. On peut de toute façon faire on peut pratiquer tous les systèmes, y compris celui que je propose. Moi, je pensais pas, j'avais pas compris votre question dans ce sens-là. Moi, je pensais que vous me parliez un peu de ce que j'appelle les catégories de pensée. C'est-à-dire que trop souvent, moi, je constate que l'astrologue paraphrase le réel. Paraphrase le réel, ça veut dire prendre des informations dans le réel et les traduire en langage astrologique. Et donc là, il y a une opération qui se passe, une opération de traduction. On parle souvent de l'art astrologique. Pour moi, ça se situe aussi à ce niveau-là. L'art, la capacité de produire des correspondances. Alors on dit souvent, oui, je cherche des correspondances, sous-entendu qui préexistent. Mais en fait, je produis moi-même des correspondances. À ce niveau-là, il y a une traduction qui se passe, et une fois que la situation a été symbolisée, qu'elle a été reformulée en langage astrologique, les catégories de pensée astrologique qui, elles, sont ancestrales, qui ont acquis leur efficacité, leur pertinence, etc., sont applicables à la situation. Le problème, c'est qu'il y a eu cette phase de traduction qui fait qu'on sort du réel pour rentrer dans le, entre guillemets, le réel astrologique. Or, le problème, c'est que là, c'est uniquement une histoire de savoir-faire, une histoire de créativité, une histoire d'intuition, une histoire de... Je dis, c'est quasiment de l'art. Mais par contre, on sort du cadre, pour moi, du vrai et du faux. Je ne suis pas sûr d'avoir... C'est assez subtil. Je crois que je n'ai pas très bien suivi. Vous voulez dire qu'il y a une sorte de vérité intrinsèque de l'astrologie au niveau des catégories zodiacales, une espèce d'archétype. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout vrai. C'est que ce soit efficace. Non, j'essaie de comprendre. Oui, non, mais je dis, c'est pas une vérité, non. C'est plutôt une efficacité, quelque chose qui est applicable. Vous voulez dire qu'effectivement, les formulations concernant les signes zodiacaux ont été rodées et on sait que les gens peuvent se les intégrer, se les assimiler. Voilà, quelque part, oui. Elles sont applicables. Mais dans ce cas-là, on ne se limite pas aux catégories zodiacales. Les planétaires, les aspects, n'importe quoi. Tout ça a été. On a vu que c'était digestible, enfin que c'était assimilable. Et c'est pratique, c'est utilisable. Oui. Entre guillemets, ce sont des recettes. Mais est-ce que ça n'est pas justement parce que les gens. Est-ce que tout le monde ne peut pas se retrouver dans n'importe quel signe, par exemple? Quelque part, oui, bien sûr. Bien sûr. Faire avec n'importe quel signe. Quasiment, oui. On pourrait aller jusqu'à imaginer qu'on intervertit deux thèmes et puis qu'on peut essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Je pense que c'est très faisable. Après, dans quelle limite, là on revient dans les critères. Est-ce que ça ne s'expliquerait pas, par exemple, moi je pense à beaucoup d'exemples, dans le cas de l'axe Cancer-Capricorne, par exemple, parce que il y a justement des signes qui sont définis de manière tellement confuse, tellement contradictoire, qu'il y a toujours quelque chose de ce signe. Quand il y a une ambiguïté dans la définition même d'un signe, tout le monde s'y retrouve. Par exemple, le signe du Cancer, par exemple, c'est à la fois un signe d'été, donc de plein air, un signe d'hiver parce que c'est la maison, parce que c'est le foyer, donc
il y a aussi beaucoup de confusions qui se sont instaurées au niveau de la transmission. Paradoxalement, la corruption même du discours le rend plus facile à utiliser. Alors, quelque part oui, mais pour qu'il y ait corruption, encore faut-il qu'il y ait eu au départ un modèle prédéfini, établi clairement, etc. Il n'y a même pas besoin, j'ai envie de dire, c'est en perpétuelle mutation. Ça s'adapte au questionnement de l'école, au questionnement de la société, des catégories que dire. Moi, je pense beaucoup, par exemple, à l'interversion du système des maisons. Je pense beaucoup que les maisons devaient être comptées à l'envers, par exemple. C'est-à-dire que les 6 premières maisons au-dessus d'horizon, etc. Et que quand on a renversé, ça a créé les confusions supplémentaires. Puisque les maisons d'en haut correspondent aux signes d'automne et d'hiver, les maisons d'en bas, donc sous l'horizon, au signe de printemps et d'été. Enfin, c'est assez bizarre comme tout ça. Mais vous dites quoi, que le système a été changé? Oui. Vous l'avez trouvé dans des textes, ce système je crois que c'est assez... Excusez-moi, alors on va rentrer dans une polémique, savoir c'est assez évident qu'il a été changé. Que cet été dans les textes ou pas, vous savez, moi j'ai peut-être pas la même conception de l'histoire des textes que vous, hein, mais moi je suis un archéologue des textes, il y a des choses, quand on voit qu'un système, on peut voir qu'un système a été permuté, c'est pas très compliqué à comprendre. Par exemple, la maison 4 a beaucoup plus de sens au zénith avec l'accumulation du jour au nadir avec l'accumulation de la nuit, puisque la maison 4 correspond en quelque sorte à l'idée du 4e signe, par exemple, qui est le cancer, qui est un signe d'été. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont... Donc, de toute façon, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres qu'il y a des choses qui ont été dévoyées, qui ont été déformées. Et alors, paradoxalement, là où vous m'invitez à dire ça, c'est que paradoxalement, à partir du moment où un signe, où il y a une permutation, c'est-à-dire que le signe prend les valeurs du signe opposé, et par conséquent, il a d'autant plus de chances d'être assimilé, puisque les gens, si vous dites une chose et son contraire, il est évident que les gens s'y retrouvent. Hein. Oui, c'est un peu le principe des oppositions. C'est-à-dire définir un signe par rapport à son contraire, en cherchant les points communs et les différences, et puis finalement en mixant un petit peu les deux, et sans avoir à permuter le système en lui-même. Comme tout à l'heure, on parlait des voyages, ben, effectivement, dire que l'axe 3-9, c'est l'axe des voyages, oui, d'accord, mais à mon avis, il n'y a pas besoin d'avoir un axe 3-9 pour faire des voyages, ou pour être confronté à des voyages. C'est sûr. Ça, c'est clair. De même que dire qu'Uranus, il y a quand même du changement, c'est aussi bizarre, parce que on n'a pas attendu Uranus pour savoir que quand il y a un changement de phase, il y a des changements, on ne dit pas la présence ou un aspect d'Uranus. Enfin, il y a quand même quand même beaucoup d'anomalies dans l'histoire du savoir astrologique. Et ces anomalies, paradoxalement, c'est le paradoxe que je suis en train de développer, pour aller dans le sens que vous dites, c'est-à-dire que la viabilité des définitions, c'est la question de savoir si elle est... Alors, sur le plan théorique, ces définitions sont de plus en plus confuses. Sur le plan pratique, elles risquent de moins en moins d'être prises en défaut, puisque justement, elles se sont chargées de choses contradictoires, dans des modèles différents. Elles ont passé d'un modèle X à un modèle Y, tout en gardant la trace de l'un et de l'autre. Et finalement, les gens s'y retrouvent... L'autre jour, j'avais une discussion qui est passée sur Téléprovidence avec M. Rébillard sur ce fameux spéculum, et je lui disais...